quel dilemme. Comment présenter quelqu'un qui est si connu et si respecté. Je vais simplement dire que lorsque nous avons commencé à réfléchir à ce colloque, c'est le nom d'Edwy Plenel qui nous vient immédiatement à l'esprit. Car non seulement a-t-il défendu la liberté de la presse, il a démontré qu'un journalisme intelligent, percutant, rigoureux et citoyen était possible. Et je dirais que ce qu'il a fait avec Mediapart est unique dans le monde. Nous sommes bien sûr ravis de l'avoir parmi nous aujourd'hui, mais pour plusieurs d'entre nous, il y a une raison supplémentaire d'être ravis, d'avoir M. Plenel ici à l'IETT, car un de nos axes principaux de recherche est le colonialisme et la décolonialité. Et pour certains parmi nous, en particulier ce qui concerne les Caraïbes. Donc, ceux qui connaissent l'histoire de M. Plenel vont savoir qu'il a passé son enfance sur l'île de la Martinique, si je ne me trompe pas. Son père, courageux fonctionnaire de l'éducation nationale, ne cachait pas ses positions anticolonialistes. Donc, en critique du colonialisme, vous êtes également le très bienvenu chez nous. M. Plenel a depuis des décennies défendu les minorités qui sont si facilement oubliées dans une société centralisée et jacobine. Et là encore, nous qui travaillons sur les cultures en marge, les exclus, les subalternes, nous sommes des lecteurs avides des enquêtes assidues de M. Plenel et de ses collègues. Donc je pourrais effectivement passer la soirée à dresser une liste de combats menés par M. Plenel, des combats essentiels à la survie de notre société, je dirais même de notre monde, mais je vais plutôt assez rapidement lui laisser la parole en lui disant de nouveau à quel point nous respectons ses actions et nous apprécions ses mots. Monsieur Plenel. Bonsoir à toutes et tous. Cher professeur Lee, merci de vos mots et un grand merci de votre invitation. Devant toute la qualité de ce colloque qui dure sur 3 jours, la diversité des intervenants, la richesse des compétences, je me sens humble. Je ne suis qu'un journaliste. Ce que, pour saluer la créolisation qui nous rassemble, ce que quelqu'un qui m'est cher dans le monde chinois, que j'ai connu, que j'ai essayé de faire connaître en France, Liu Bingyan, un très grand journaliste qui se disait le cauchemar des mandarins rouges. Et donc, je suis un journaliste, c'est-à-dire, je l'espère, un cauchemar pour les pouvoirs. Liu Bingyan était considéré comme une conscience de la Chine, un homme sans peur, un homme profondément incorruptible, et qui était, en ayant épousé les idéaux de l'espérance de l'émancipation, était en même temps lucide sur ce qui les trahissait, et qui était devenu un recours, un secours pour ceux qui, même en l'absence d'une véritable liberté de la presse, de l'information, voulaient les dénoncer. Et donc, ce que je vais dire, j'aimerais le placer sous son patronage. Il est mort en exil à 80 ans. Cette intervention autour du droit de savoir, du droit au secret, a pour objectif d'éclairer, à partir de mon expérience professionnelle et des réflexions qu'elle suscite, notre époque, qui, pour faire un autre clin d'œil aux intervenants venus de Russie tout à l'heure,
est une époque potemkine. Vous vous souvenez, c'était du temps de l'impératrice Catherine de Russie, ce général Potemkin qui arrangeait les villages pour qu'elle ne voie pas la pauvreté de son peuple. Notre époque est semblable. Une époque où les élections sont répandues, une époque où la communication est sans frontières, une époque où nous avons l'impression que la liberté de dire, avec toutes ces machines de la révolution technologique, est plus large que jamais. Eh bien, derrière cela, en même temps, nos droits fondamentaux reculent, la vitalité de l'écosystème démocratique recule, et nous comprenons que la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Nous le comprenons à nos dépens, en voyant des pouvoirs autoritaires, voire proto- ou néo- ou post-fascistes, naître des élections. Nous comprenons qu'en fait, nous sommes dans ce moment que Antonio Gramsci avait fort bien décrit, 10 ans avant une autre catastrophe à venir, quand il disait en 1929 que la crise, c'est ce moment où un vieux monde s'accroche pour ne pas mourir, tandis qu'un nouveau monde tarde à naître. Mais la phrase importante, c'est la suite. Dans cet entre-deux, disait-il, surgissent les monstres. Le monstre que nous avons devant nous, c'est celui qui allie un libéralisme économique forcené et qui, en même temps, détruit tout libéralisme politique en s'accommodant d'un autoritarisme de plus en plus assumé. Au fond, après ce tournant des années 1989-1991, nous découvrons une réalité double où, d'un côté, le capitalisme a unifié le monde et se sent victorieux, sans frein, jusqu'à des crises liées à sa financiarisation, et en même temps, l'autoritarisme aussi progresse sous toute latitude, dans des situations et des contextes différentes, comme si, dans la période précédente, l'invocation des droits fondamentaux face au bloc soviétique, face à la Chine communiste, n'était qu'un moment conjoncturel, qu'un prétexte, qu'un argument auquel ceux qui le brandissaient ne croyaient pas vraiment. Maintenant que le mur est tombé, maintenant que l'économie de marché règne partout, ils ne s'en préoccupent plus. Et du coup, nous avons ce que le professeur Lee souligne très fortement à partir de l'exemple de la Chine, nous avons en fait un nouvel épisode de cette occidentalisation du monde, au sens où l'Occident est une création politique et non pas une réalité géographique, laquelle est en train à nouveau de marcher au bord de l'abîme, en ayant dans cette alliance d'une brutalité économique et d'une régression démocratique un argument, un instrument, une arme de pouvoir qui est la crispation identitaire, la quête des boucs émissaires dominants liés à l'époque. Notre époque sécuritaire fait qu'il a souvent visage de musulman, qu'il soit ouïghour, qu'il soit musulman indien, qu'il soit musulman dans nos contrées. Mais évidemment, derrière ce bouc émissaire principal du moment, comme dans des poupées gigognes, toutes les autres discriminations s'engouffrent, et nous le chroniquons évidemment dans nos propres sociétés, le racisme en général, la xénophobie, les migrants, l'antisémitisme toujours là, le sexisme, l'homophobie, la négrophobie. Il suffit de suivre les dernières révélations de Mediapart sur ce racisme qui s'ignore, qui prend appui sur le préjugé de couleur au cœur du sport le plus populaire, le football, où le fichage ethnique est devenu une banalité ici même en France.
Je voudrais donc illustrer ce tableau général à partir de la question qui est au cœur de mon métier, le droit de savoir. Dans sa tension avec cet autre droit qui est le droit au secret. Et dans ce moment où nous vivons la troisième révolution industrielle de notre modernité, la machine à vapeur, l'électricité et donc le numérique, qui accentue ces tensions autour de qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui est privé. Ce mot privé dont il faut rappeler qu'il est défini dans le Léviathan de Hobbes ainsi, privé, libre en secret. Privé, c'est-à-dire libre, en étant hors du regard panoptique du pouvoir, lequel pouvoir proclame le secret sur lui-même et veut la transparence sur ces sujets. Alors je vais essayer de problématiser tout cela en arrivant dans les défis de notre époque, en l'historicisant un peu, d'abord sur la question du droit de savoir, ensuite sur celle du droit au secret, et pour terminer sur les nouvelles censures de notre époque qui font régresser le droit de savoir, qui augmentent le droit privilégié au secret des pouvoirs, avec un cheval de Troie dont nous sommes complices, qui est l'opinion, le règne de l'opinion, porté par une foule qui n'est pas le public démocratique et qui est, dans le règne de l'opinion, le contraire de l'information. Le droit de savoir, d'abord. Il y a dans l'histoire de la Révolution française un personnage totalement oublié, Jean-Sylvain Bailly. Il est mort en 1792, dans un des moments de la Révolution française, dans la Révolution déforant ses enfants, il fut guillotiné. Mais cet homme mérite d'être rappelé, puisqu'après tout, il fut le premier président du tiers-État en 1789 et le premier maire de Paris, le premier maire de la capitale française. À l'été 1789, cet homme eut une formule d'une modernité exceptionnelle. La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. Avant la question du vote, avant la question d'élections régulières, avant la question d'institutions démocratiques, il posait cette question comme un droit essentiel protégeant le peuple, la publicité de la vie politique, en d'autres termes, la publicité de tout ce qui est d'intérêt public. Et il le dit dans un moment où cette révolution, venue du bouillonnement de la société, est une révolution du journal, avec, pour le rappeler, comme les Dazibao des moments démocratiques de 1978, 79 ou de 1989, comme les blogs des moments des printemps arabes, ce qu'on appelait les nouvelles à la main, tout le monde n'ayant pas la possibilité d'imprimer, et où se recopiaient, au fond, comme sur des blogs ou sur des affiches, les nouvelles, les informations, les bruits, les débats venus de la société elle-même. Cette phrase de Jean-Sylvain Bailly mérite qu'on s'y attarde. Et je vais évoquer sa postérité, hélas oubliée aujourd'hui en France. Il dit ça au moment où est proclamée la première déclaration des droits de l'homme. Nous naissons libres et égaux. Dire que la publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple est en lien avec cette question de l'égalité des droits, qui est le moteur de toute émancipation dans tout contexte. Nous naissons libres et égaux en droit et en dignité, a rappelé la déclaration de 1948, sans distinction d'origine, sans distinction de condition, sans distinction d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. Pour tous ceux qui voudraient figer des hiérarchies d'inégalité naturelle,
d'inégalité de naissance, d'inégalité d'appartenance, cette proclamation-là est une machine infernale. C'est une machine à en permanence créer des droits, inventer des droits, défendre des droits. Qu'il s'agisse des droits sociaux, qu'il s'agisse des droits des femmes, qu'il s'agisse des droits des LGBT, qu'il s'agisse des droits des esclaves, qu'il s'agisse des droits des discriminés. L'égalité des droits. Or, cette égalité des droits dit donc en clair que la démocratie, qui est toujours un horizon inachevé, toujours à conquérir, toujours à défendre, toujours à inventer, c'est le régime de n'importe qui. Aucune minorité de naissance, de privilèges de fortune, de privilèges d'éducation, de privilèges de formation, de privilèges de pouvoir n'en est propriétaire. N'importe qui, quelle que soit son origine, quelle que soit sa condition, peut venir à ce banquet démocratique. Et pourquoi donc la question de la publicité de la vie politique, en l'occurrence du droit de savoir, est une question essentielle? C'est comment faire vivre ce n'importe qui si je ne sais pas, si je n'ai pas l'arme de la connaissance, si je n'ai pas l'accès à tout ce qui est d'intérêt public. Et c'est un enjeu essentiel qui est aussi celui des conditions par lesquelles ce n'importe qui ne peut pas donner du n'importe quoi. En clair, l'enjeu de qu'est-ce que c'est qu'une culture démocratique, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème démocratique. Nous l'avons oublié et il faut le rappeler dans notre époque. Combien, loin d'être un droit qui fut facile de conquérir, ce fut une très longue bataille. Comme souvent dans les débats français qui sont très franco-français et très peu comparatistes et trop peu ouverts à d'autres histoires dont l'histoire française est elle-même le produit, on oublie qu'avant la Révolution française, tout le XVIIIe siècle est marqué dans la première démocratie parlementaire. La démocratie britannique, fut-elle une monarchie, mais la monarchie élective est en France aujourd'hui, c'est une parenthèse. Et le XVIIIe siècle est au cœur de deux débats, de deux batailles qui vaudront à des publicistes d'être mis au pilori, d'être dans la tour de Londres, et qui dureront des décennies. D'abord que les débats aux communes soient publics, que ce soit ouvert au public. Cela n'allait pas de soi au point qu'il fallut parfois des ruses, faire comme si c'était des contes, comme si c'était des récits exotiques pour raconter ce qui se passait aux communes. Et les personnes qui ont publié cela à l'époque, pour certaines, évidemment étant démasquées, se sont vues poursuivies et punies. Quand la Révolution française arrive, cette bataille-là est gagnée. Les débats d'une assemblée doivent être publics. Alors qu'il y avait comme réflexe que ceux qui étaient propriétaires du bien commun, au fond, en débattaient hors du regard du public, hors de cet œil du public. Mais autre bataille, oubliée, open the book. Que les comptes soient publics, que l'usage de l'argent public soit connu. Ces batailles ont précédé la Révolution française et quelqu'un qui fut un publiciste très radical de la Révolution française, Marat, avec l'Ami du peuple, on l'oublie, et il était médecin, et il était où jusqu'en 1789 ? Il était à Londres. Je continue sur toute cette histoire du droit de savoir et de ce qu'il veut dire comme, au fond, un droit plus fondamental que le droit de vote. Un droit plus essentiel que le droit de vote. Cette idée, au fond, que si je vote sans savoir, je vote comme un aveugle. Et du coup, je peux voter pour mon pire ennemi, pour mon pire malheur, en étant prisonnier des propagandes, des mensonges, des rumeurs. En France, nous citons souvent cette déclaration des droits de l'homme de 1789, issue de débats dignes de motions de synthèse nocturne d'un congrès du Parti travailliste ou du Parti socialiste français quand il avait des congrès vivants. Mais cette déclaration des droits de l'homme n'est pas la seule. Il y en a une seconde, très oubliée, qui est en préambule de la première constitution républicaine, celle de l'an 1,
en 1793, souvent oubliée. Pourquoi ? Parce que cette constitution n'a pas eu le temps d'être appliquée, ce fut la terreur et finalement l'interruption du cours révolutionnaire après Thermidor. Mais c'est intéressant de souligner, entre 1789 et 1793, 4 ans de bouillonnement, de débats politiques, démocratiques, les deux formulations différentes de l'une à l'autre de la question qui nous occupe. Dans la déclaration de 1789, c'est l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Ah, hélas, ça ne s'arrête pas là. Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est le seul droit fondamental qui est proclamé avec un sauf. Et d'ailleurs, les années et mois qui vont suivre vont être occupés par des batailles où la partie conservatrice des assemblées révolutionnaires voudra faire des lois contre la liberté de la presse, contre ses excès, voudra la juguler, la réprimer. 4 ans passent, 1793, article 7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes ne peuvent être interdits. Point. C'est très très peu rappelé en France, mais peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu. Entre 1789 et 1793, eh bien, il y a 1791, le First Amendment, le premier amendement à la Constitution américaine, lequel proclame que le Congrès ne peut faire aucune loi qui interdirait la pratique d'un culte, qui limiterait la liberté de la presse et qui limiterait le droit de s'assembler. Les 3 mêmes questions qui sont dans cette déclaration de 1793, qui associe liberté de la presse, liberté des opinions. Au fond, pour les non-croyants, le culte est une opinion, et liberté de s'assembler. 3 droits fondamentaux. Vous avez le droit d'avoir l'opinion que vous voulez, vous pouvez toujours vous assembler et pétitionner contre le pouvoir, et vous avez un droit fondamental à la liberté de la presse. La France l'oublie très souvent. Il y avait dans cette assemblée de 1789 un Américain, un Anglais, Américain, Français, Thomas Paine, le publiciste de 3 révolutions. Il n'intervenait pas, mais il comprenait très bien le français, il parlait moins bien. Et il est au cœur de ce passage où, en fait, du premier amendement de la Constitution américaine à la formulation de 1793, il y a un dialogue, un va-et-vient entre les 2 révolutions démocratiques à prétention universaliste. Je rappelle ça pour dire combien il y a là quelque chose qui est essentiel. Et contrairement à l'opposition que l'on fait souvent entre des cultures essentialisées, des cultures démocratiques anglo-saxonnes sur la question des minorités, des diversités, des communautés, et une culture française qui aurait d'autres fondamentaux, la question démocratique montre qu'il n'y a pas de barrière. Nous voyons bien que le journalisme que je défends n'est pas un journalisme d'ailleurs, est un journalisme qui est au cœur de cette idée-là essentielle, de ce droit essentiel, celui formulé dans une déclaration prêtée à Thomas Jefferson, entre un pays sans gouvernement et un pays sans presse libre. Je préfère un pays sans gouvernement. Je préfère ce bouillonnement du débat public plutôt qu'un pouvoir qui règne sans ce bouillonnement. Jefferson a dit cela quand il était un peu minoritaire et dans l'opposition. Souvent, cela arrive. Alors, je dis ça parce que c'est ici même en France, c'est une tradition que nous oublions. Que j'étais il y a quelques mois dans une ville de Belgique qui est témoin des précédentes révolutions industrielles, une ville aujourd'hui en difficulté économique, Verviers, c'est à l'est de la Belgique, une ville qui a été très riche grâce aux laineries, à l'époque où la Belgique était plus riche que la France, les 2 puissances étant la Grande-Bretagne et la France au fin 18e, début du 19e. Et cette ville, Verviers, a un hôtel de ville. Et quand on passe devant l'hôtel de ville, là où chez nous on voit liberté, égalité, fraternité, on voit
publicité, sauvegarde du peuple. Personne à Verviers ne connaît bien l'origine. Alors, publicité de la vie publique est tombée, on a gardé publicité, sauvegarde du peuple, qui était la formule des écussons, des huissiers à la mairie de Paris pendant la Révolution française. Ça se voit au musée Carnavalet à Paris. Vous avez des écussons métalliques, responsabilité, publicité, sauvegarde du peuple. Et en fait, pourquoi ? C'est tout simple, à Verviers, 1830, c'est la naissance de l'État-nation belge, et 1830, c'est les Trois Glorieuses en France. Et Verviers, ville francophone, francophile, reprend cela et reprend ça. Pourquoi dans ce moment-là ? C'est qu'on l'oublie toujours quand on passe à la Bastille à Paris. Eh bien, la colonne de la Bastille, qui est la colonne de Juillet, c'est un mémoire, c'est un monument plutôt, en mémoire de 500 ouvriers, artisans et étudiants qui sont morts. Pourquoi ? Mais pour la liberté de la presse. À une époque où il y avait le travail des enfants, où il y avait l'exploitation la plus effrénée dans les fabriques, ils ne sont pas morts pour leurs droits sociaux, ils ne sont pas morts pour leurs demandes salariales, ils sont morts pour ce droit fondamental, le droit de savoir, face aux ordonnances de Charles X qui voulaient limiter autoritairement un droit de la presse qui était balbutiant. C'est les fameuses Trois Glorieuses de 1830. Eh bien, c'est au nom de ce droit de savoir qu'ils ont donné leur vie. Alors, tout ça pour dire qu'il faut convoquer cet imaginaire. C'est derrière moi aussi. Il faut convoquer cet imaginaire comme un horizon pour nous aujourd'hui dans cette période de doute, dans cette période d'incertitude, pour nous rassurer sur la longue durée de ces batailles et qui seront toujours actuelles. Ce fut une bataille d'un siècle. Il ne suffit pas de proclamer un droit pour qu'il prenne corps. Il y eut, pendant le siècle qui a suivi la Révolution française, l'autorisation préalable. Un journal ne peut exister que si le pouvoir lui donne l'autorisation. Le cautionnement, c'est-à-dire le fait de mettre une somme d'argent qui permet qu'il existe. Et puis, évidemment, ensuite, les techniques plus ou moins sophistiquées de censure. Tout cela continue d'exister, y compris par d'autres biais qui sont les biais financiers et économiques. Tout ça nous amenant à la proclamation en France, le vote en 1881, quand la République enfin est chez elle, de ce qui, au moment où cela survient, pendant la deuxième révolution industrielle, celle de l'avènement de la presse de masse, de la presse démocratique, la loi qui, à ce moment-là, après un siècle de régression française, restauration monarchique, empire autoritaire, eh bien, devient la loi la plus politiquement libérale de l'univers. C'est la loi de 1881, juillet 1881, sur la liberté de la presse. Article 1er, l'imprimerie et la librairie sont libres. Point. Aucun sauf, aucune réserve. Tout le monde peut imprimer ce qu'il veut, tout le monde peut vendre ce qu'il veut, diffuser ce qu'il veut. Le seul arbitre, c'est le juge. Le seul arbitre, c'est devant le juge, avec les voies de recours d'une justice démocratique, c'est-à-dire des procédures contradictoires, des possibilités d'appel. Et cela donne une jurisprudence qui est très intéressante à rappeler, car elle montre ce qu'est aussi une culture démocratique, y compris par rapport à la protection vis-à-vis des abus de la liberté de la presse, des abus de la presse elle-même, des abus des journalistes eux-mêmes. En France, quand un journal est poursuivi en diffamation, il a deux façons de s'en sortir. Et j'en parle d'expérience, je fais ce journalisme qui n'est pas au-dessus des lois, qui est donc souvent poursuivi parce qu'il fait des révélations qui dérange beaucoup de monde. Mediapart, le journal que je dirige, en 10 ans d'existence, en est à près de 200 procès. Nous n'avons à ce stade perdu que 4 d'entre eux. Alors nous venons devant les tribunaux et d'une part nous disons ce que nous disons est vrai. Et nous faisons une offre de vérité, une offre de preuve de la vérité de ce que nous disons. C'est très rare de gagner sur ce terrain et c'est normal. La justice est en cours, il y a une instruction judiciaire. Si l'on dit que le journal dit vrai, on considère que c'est jugé.
Il faut laisser la présomption d'innocence, il faut laisser la procédure démocratique continuer. Donc nous gagnons par ce que l'on appelle, et c'est très intéressant, la bonne foi. Nous venons devant un tribunal et nous disons, premièrement, ce que nous avons publié est d'intérêt public. Deuxièmement, nous avons fait une enquête sérieuse. Troisièmement, nous avons respecté le contradictoire. Quatrièmement, notre expression était modérée. Et cinquièmement, nous n'avions pas de règlement de compte personnel. Le premier point est le plus important, l'intérêt public. Ce qui est d'intérêt public. Et c'est le premier point qu'il faut défendre devant un tribunal. Oui, le peuple avait le droit de savoir ça. Après, on va expliquer si on l'a bien dit, si on a enquêté sérieusement, si on a appelé les personnes mises en cause. Mais d'abord, oui, c'était légitime de le savoir. C'était un droit fondamental. Et vous voyez bien que cela fait transition avec, justement, si on le révèle, eh bien, on peut le révéler malgré des secrets, malgré l'existence de droits divers au secret. Et c'est là qu'est l'illustration de ce qu'est une culture démocratique. Une culture démocratique, ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas, par exemple, l'absolu du vote. J'ai été élu, j'ai un mandat de 5 ans, circulez, il n'y a rien à voir, et ce que vous ferez pendant ces 5 ans ne m'importe pas, je continuerai quoi qu'il arrive. Eh bien non, une culture démocratique, c'est une négociation, une discussion avec ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas un chèque en blanc sur 5 ans à un représentant quel qu'il soit. Et bien de la même manière, une culture démocratique n'est pas l'absolu d'un secret qui serait toujours inviolable. Nous allons défendre le fait, oui, que la transgression de tel ou tel secret était légitime au nom d'un droit supérieur qui est le droit de savoir du public. Et c'est cela que je vais illustrer en passant justement au droit au secret. Le secret est multiforme. Il y a un secret qui nous concerne tous, qui est le secret de la vie privée. Mais il y a un secret de la justice, le secret judiciaire, le secret de l'instruction. Il y a le secret d'État, notamment le secret de la défense nationale, du secret qui est au cœur de la puissance, du pouvoir de l'État. Et puis il y a le secret dans le monde des affaires, le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, que l'on appelle justement secret des affaires. Je reviendrai à la question de la vie privée. Dans le contexte actuel des réseaux sociaux, de la révolution technologique, mais ce qui est intéressant de dire d'abord, c'est combien, dans ces 4 catégories de secrets, nous avons aujourd'hui, dans notre époque de société de l'information sans frontières, en temps réel, de l'accès au savoir, des puissances étatiques sous toute latitude, avec plus ou moins de cynisme, plus ou moins de brutalité, qui utilisent ces questions du secret pour résister au droit de savoir, pour réduire le droit de savoir, tout en faisant bien peu de cas de notre propre droit au secret. Privé, c'est libre en secret. Premièrement, la vie privée. Qu'est-ce que révèle Edward Snowden ? Le fait que notre révolution technologique, sous prétexte sécuritaire, est d'abord liée à surveiller les populations elles-mêmes et à espionner les alliés en priorité, bien plus que les ennemis supposés. Les données de la National Security Agency montrées par Snowden ne concernent que très minoritairement les questions de terrorisme, les questions de violence, les questions de défense, et concernent majoritairement l'espionnage de la société elle-même, des dissidences dans la société et
des concurrences, des compétitions économiques des propres alliés des États-Unis d'Amérique. Deuxième exemple, la justice. En France, nous avons un parquet, maître de l'opportunité des poursuites, qui n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Aujourd'hui, les pratiques ont évolué. Le parquet est censé ne pas intervenir directement dans les affaires pour dire il faut poursuivre telle personne, ne pas poursuivre telle autre, etc. Mais en revanche, comme je l'ai découvert à l'occasion d'une affaire qui a fait la notoriété de Mediapart, l'affaire Cahuzac, une affaire d'évasion fiscale, eh bien le parquet informe en temps et en heure le pouvoir exécutif des investigations qui sont menées quand il les diligente lui-même dans le cadre d'une enquête préliminaire. C'est comme ça que d'ailleurs un ancien ministre de la Justice est aujourd'hui poursuivi pour avoir informé, via une messagerie un peu confidentielle, un homme politique de ce qu'il attendait lors d'une convocation. Le secret de défense nationale, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, sous sa présidence, et ce n'a pas été remis en cause, le secret de la défense nationale a été étendu. Il est déjà très souvent invoqué pour entraver des curiosités légitimes, mais aujourd'hui, il est étendu, y compris à des bâtiments de sociétés, d'entreprises qui travaillent pour la défense nationale, qui sont en lien pour la défense nationale. Il n'est pas étendu à des documents qui auraient à voir avec la défense nationale, il est étendu à des espaces géographiques qui sont dans l'espace concret de sociétés, d'entreprises qui ont un lien, un contrat, un travail pour l'industrie de défense. Enfin, tout récemment en France, le secret des affaires a été brutalement aggravé, sous pression en partie de l'Union européenne, avec la décision de confier, non pas à la justice normale, mais à la justice commerciale, à la justice des tribunaux de commerce, la possibilité d'être saisi de violations du secret des affaires, y compris concernant la presse, y compris des révélations de la presse. Tout ça est une loi votée très récemment. Je rappelle tout ça pour dire combien la question du droit au secret doit être posée par rapport à la primauté du droit de savoir au sens de l'intérêt public. Et que la justice doit être garante de cette proportionnalité de ces droits au secret par rapport à l'intérêt public. La meilleure preuve de ça, c'est que, par exemple, dans un procès de presse, alors qu'il y a un secret de l'instruction auquel nous ne sommes pas tenus, nous ne sommes pas partie prenante de tel ou tel dossier judiciaire, mais le secret de l'instruction s'applique aux avocats, aux magistrats, aux greffiers, à la police, aux enquêteurs. Quand nous sommes poursuivis dans un procès en diffamation, nous avons le droit de produire des pièces issues d'un dossier de l'instruction pour notre offre de preuves. C'est une conquête qu'il a fallu défendre, cette idée que le secret de l'instruction ne pouvait pas être invoqué pour nous empêcher de démontrer la légitimité de nos informations. Toujours ce conflit de droit avec, comme une clé de voûte, cette question du droit de savoir. Je voudrais citer de ce point de vue les réflexions du dernier des grands procureurs antimafia. Il est procureur général à Palerme, en Italie, Roberto Scarpinato. Il était ami des juges Falcone et Borsalino, les deux grands magistrats antimafia qui ont été assassinés. Roberto Scarpinato, dans un texte sur la question de la vérité dans notre époque, dit ceci: « Le secret et le mensonge sont incompatibles avec la démocratie. La différence entre démocratie et autocratie réside dans le rapport qu'elles entretiennent avec le secret. La démocratie est le gouvernement du pouvoir visible, le gouvernement public en public. Dans l'autocratie, le secret est la règle, tandis qu'en démocratie, le secret est l'exception, lorsque la raison d'État le demande,
Mais même dans ce cas, il doit être contrôlé par le pouvoir visible. C'est-à-dire, par exemple, des auditions d'un Parlement qui lève le secret défense parce qu'il pense que ce n'est pas légitime qu'on fasse obstruction à ces curiosités de contrôleurs du pouvoir exécutif. On est là au centre de ce qui se joue aujourd'hui. Nous avons, dans le contexte de nouvelles peurs, dans le contexte sécuritaire, dans le contexte, au fond, de la politique de la peur, politics of fear, qui existe, l'expression anglaise a été forgée après le 11 septembre dans le débat américain de la self-fulfilling prophecy, la prophétie autoréalisatrice, où le Patriot Act et les politiques sécuritaires vont créer les monstres qu'elles prétendent combattre, les renforcer, les créer d'autant plus, et du coup encore plus légitimer des politiques qui font régresser les droits fondamentaux. Et donc nous avons une contre-offensive qui augmente le secret, y compris en prétextant, au-delà des questions sécuritaires, des débats provoqués par le bouillonnement de la révolution numérique. Cet nouvel espace public qui cherche ses règles, qui cherche à inventer son propre écosystème et qui est aussi excessif, brouillon, désordonné. Et donc, après un moment d'innocence, il y a une dizaine d'années, Twitter, Facebook prennent leur ascension à partir de l'année de naissance de Mediapart en 2008. Après, les smartphones se créent à ce moment-là, 2007-2008, les tablettes n'existaient pas, l'usage mobile de l'Internet n'existait pas de cette même manière. Eh bien, il y a maintenant une bataille. Il y a une bataille, ils ont repris leur esprit, ils voient combien ça peut être une menace démocratique, ils voient combien ça peut être une circulation sans frontières de l'information, des mobilisations citoyennes, et du coup, ils interviennent dans le cadre du débat sur les excès de cet espace public pour faire reculer notre droit de savoir au prétexte d'un droit au secret renforcé. Premier exemple, la vie privée. Vous ne le savez pas parce que cela n'est pas assez médiatisé. Mediapart a fait en France des révélations qui ont eu un impact parce qu'elles utilisaient pour la première fois une arme que la presse papier ne pouvait pas avoir, qui était le son, des enregistrements. C'est l'affaire Bettencourt en 2011, un majordome de la première, la femme la plus riche d'Europe, l'actionnaire principal du groupe de cosmétiques L'Oréal. Ce majordome, au service de sa patronne, qu'il voyait manipulé par un entourage qui abusait de sa faiblesse, a voulu, lui qui était, comme il disait, je le cite, en servitude, se disant que, du coup, on ne croirait jamais la parole d'un domestique face à tout ce beau monde, il y avait tellement d'argent à prendre, a voulu pouvoir prouver ce qui se passait, et donc il a enregistré les rendez-vous d'affaires qu'avait Madame Bettencourt avec cet entourage, qui lui-même est un entourage de la bonne société. Il a violé l'intimité de cette personne, aucunement dans son intérêt personnel. Il n'a fait chanter personne, il ne s'est pas enrichi, au contraire, il a été licencié, et il a transmis ces enregistrements à la police et à la justice. Sur la base de ces enregistrements, on a pu établir l'envers de ce beau monde, la brutalité de ce beau monde, c'est-à-dire, en effet, des personnes qui abusaient de la faiblesse d'une personne qui n'avait pas tous ses esprits et qui gagnait, selon le cours de bourse, 700, 800 euros par minute. Donc ça donne l'ampleur de l'argent que l'on pouvait gagner. Et donc cela a permis de révéler toutes sortes de faits d'intérêt public.
Au final, le majordome a été poursuivi et jugé en dernier pour violation de l'intimité de la vie privée, et la presse, dont Mediapart, qui avait révélé non pas l'ensemble de ces enregistrements, mais la partie de ces 21 heures qui nous a semblé d'intérêt public, soit au total 1 heure sur 21. Mediapart était poursuivi pour recel de violation de l'intimité de la vie privée. Le majordome, comme nous-mêmes, avons été relaxés. Le majordome, au nom de l'état de nécessité, une personne est abusée, eh bien, il y a parfois une urgence qui peut vous amener à violer un droit dans le but d'en sauver un plus important. Vous êtes dans votre appartement, l'appartement d'à côté, vous entendez souvent des cris, et puis un soir, il y a des cris plus forts que d'habitude, une dame ou quelqu'un d'autre, peu importe, qui est battu, qui est violenté, qui crie au secours, ben vous frappez, on n'ouvre pas, vous pénétrez cet appartement illégalement pour interrompre ces violences. Vous auriez violé un domicile, mais au nom d'un droit supérieur. Alors, nous avons été relaxés. Mais entre-temps, ces révélations ayant ébranlé tout un monde de puissances totalement imbriquées à la puissance politique, pour ceux qui connaissent la situation française comprennent, c'était très lié à la présidence, au président de la République en exercice à l'époque, dont tout ça ébranlait un monde des affaires avec beaucoup de puissance économique qui était imbriqué au cœur de la puissance publique, la présidence de la République. Et donc il y a eu toute une bataille pour essayer de tuer la nouvelle, de tuer l'information, d'empêcher qu'elle prolifère. Et par une manipulation interne à la justice, nous avons été condamnés. Dans un référé d'urgence qui n'avait plus aucun sens, puisque tout ça a traîné de recours en recours, au nom d'un absolu qui serait le droit à l'intimité de la vie privée, Mediapart a été condamné pour violation de l'intimité de la vie privée, la condamnation étant de censurer tous les audios que nous avions révélés, c'est-à-dire 70 articles de Mediapart, si vous tapez Bettencourt, sont aujourd'hui marqués censurés. Ici même, en France, un journal a dû censurer 70 articles, sous réserve, s'il ne le faisait pas, d'une pénalité qui était entre 1 000 et 2 000 euros par infraction et par jour. Depuis la décision finale qui nous relaxe, j'aurais pu lever, personne ne viendrait protester, les gens qui avaient manipulé ces poursuites ont eux-mêmes été condamnés depuis, puisque c'était ceux qui abusaient de Mme Bettencourt et qui excipaient de l'intimité de la vie privée de Mme Bettencourt alors qu'ils abusaient de sa faiblesse. Je ne l'ai pas fait, pourquoi ? Parce que nous attendons l'audience et la décision. Nous avons poursuivi l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme et nous espérons bien faire condamner la France sur ce cas unique de censure. Oh non ! Regardez, ces journalistes, ils sont prêts à tout, ils enregistrent les gens. Non, on n'enregistre personne. Ils violent l'intimité. Non, on viole l'intimité de personne. Donc, au nom de cela, faire cette décision qui a censuré, je redis, 70 articles de Mediapart. Le deuxième exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette nouvelle loi sur le secret des affaires. Loi tautologique qui dit qu'est secret dans le monde des affaires ce que l'entreprise aura dit secret. Et qui veut dire, en l'occurrence, que demain, Mediapart ou un autre journal révèle, par exemple, un plan de licenciement secret caché aux salariés, de réduction brutale d'effectifs ou de fermeture d'entreprise. C'est d'intérêt public, ça concerne beaucoup de familles, ça concerne les personnes. Ou Mediapart révèle qu'une entreprise a des filiales qui font de l'évasion fiscale et qui échappent donc à l'impôt en profitant de paradis fiscaux. C'est évidemment d'intérêt public. Aujourd'hui, avec cette loi, nous attendons le premier cas qui se présenterait. L'entreprise pourra
nous déférer devant un tribunal de commerce, c'est-à-dire lié au monde économique, qui, en urgence, pourra décider que c'est le secret des affaires et que cela ne peut pas être publié. Nous avons demandé au pouvoir public, nous leur avons dit, mais si vous prétendez, comme ils le prétendent, que le secret des affaires que vous voulez protéger, c'est en fait le secret de la concurrence. Ah, ces entreprises chinoises qui nous espionnent. Donc, c'est ce secret-là que vous voulez protéger. Si c'est le secret des affaires au sens de la concurrence avec sa dimension internationale, d'espionnage presque industriel, dans ce cas, mettez dans votre loi que ce secret des affaires en urgence devant un tribunal de commerce ne concerne pas l'exercice légitime de la profession de journaliste dans le cadre de la loi existence au nom de l'intérêt public. Il suffit que vous l'écriviez dans votre... Évidemment, ils ont refusé. Ce qui veut bien dire qu'il n'est pas exclu que l'usage de cette régression soit fait contre nous. Troisième exemple, alors qu'il y aurait énormément de réflexions à mener autrement hautes sur le droit de savoir, la liberté de dire à l'âge numérique, à l'âge digital, la neutralité d'Internet, la régulation des GAFA, l'ensemble au fond, de nouvelles lois fondamentales par rapport à une explosion du droit de dire et du droit de savoir, l'urgence du pouvoir actuel a été de demander une loi sur les fake news, sur les fausses nouvelles. Au prétexte du débat américain, au prétexte des boots qui auraient répandu, les robots qui auraient répandu une intoxication d'origine russe pendant la campagne présidentielle américaine. Ne comprenant pas l'urgence de cette loi, nous avons rappelé au pouvoir exécutif que pendant une campagne présidentielle française en 2012, nous avons eu, nous, Mediapart, des informations inédites entre les deux tours d'une élection présidentielle. Puisque cette loi sur les fausses nouvelles, c'est pour combattre les fausses nouvelles pendant un processus électoral. Cette idée qu'il y aurait des fausses nouvelles qui tromperaient, qui feraient dévier un processus électoral, comme si, au fond, l'élection de Trump n'était que le produit de cela et non pas de la faiblesse des démocrates et non pas de beaucoup d'autres paramètres qui expliquent évidemment sa victoire. Et donc, nous avons rappelé qu'en 2012, nous avons eu des informations qui concernaient le président de la République sortante sur une affaire assez grave qui est la corruption d'une démocratie par une dictature, le financement de sa campagne électorale précédente par la dictature libyenne en 2007. Un document que nous avons publié, qu'ils ont prétendu être un faux, qui aujourd'hui est au cœur des investigations sur ce scandale d'État qui vaut de lourdes mises en examen à cet ancien président de la République. Cette loi existerait, ce président aurait pu nous poursuivre en urgence devant un juge, un seul, pas de collégialité, chargé de dire en 48 heures, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Dans un moment où seul Mediapart avait mené cette enquête, où le reste de la presse ne nous croyait pas trop, et où le puzzle de l'enquête n'était pas encore complet. Et donc, nous sommes hors de la loi historique de 1880, hors de cette bonne foi dont je vous parlais tout à l'heure, procédure d'urgence, procédure couperet, procédure bâillon, référé, et on tue dans l'œuf une immense affaire d'État, au prétexte de cette urgence, des supposées fausses nouvelles. Quatrième, dernier exemple, le secret défense. Pour montrer, parce que c'est des questions, la faible intensité de nos cultures démocratiques font que souvent on ne s'en préoccupe pas. La France a été complice du dernier génocide du XXe siècle, au Rwanda. Elle a soutenu le pouvoir génocidaire sous la présidence de François Mitterrand, elle l'a armé et elle a fait une intervention humanitaire qui, en fait, a permis de sauver beaucoup de génocidaires et qui n'est pas venue au secours de
certains Tutsis, notamment dans l'épisode dramatique de Bicécéro, où pendant 3 jours, quelques centaines de Tutsis auraient pu être sauvés puisque l'armée française était là. Cette affaire du Rwanda, c'est au cœur de notre histoire. Le secret défense pèse toujours sur elle. L'information judiciaire a conclu par un non-lieu parce qu'elle bloque sur ce secret défense, mais mieux encore. En France, le chef des armées est le président de la République. Cette affaire se passait en cohabitation, la droite au pouvoir, le président François Mitterrand, socialiste, étant maître du jeu, avec des militaires à la présidence de la République, avec son propre fils chargé des affaires africaines. Eh bien, les archives de la présidence François Mitterrand sont privatisées. Elles sont à l'Institut François Mitterrand. Et pour y avoir accès, il faut avoir l'accord des proches de François Mitterrand. C'est-à-dire qu'une histoire qui est totalement d'intérêt public, dans un pays qui a eu tant de mal à faire face à ses parts d'ombre, la part d'ombre de Vichy et de la collaboration, la part d'ombre coloniale, la guerre d'Algérie, mais bien d'autres crimes coloniaux, tant de décennies pour affronter ces vérités. Il y a une semaine est décédée une archiviste qui a été mise à l'écart parce que sur le massacre d'Algériens dans la Seine le 17 octobre 1961, elle avait aidé un historien amateur, Jean-Luc Einaudi, à trouver les documents qui étaient cachés, qui étaient mis de côté pour montrer qu'il y avait bien eu une répression totalement criminelle avec des personnes qui avaient été jetées dans la Seine, noyées, alors qu'ils faisaient qu'exercer leur droit fondamental de manifester de façon pacifique. Je vous prends ces exemples pour bien montrer, évidemment, nous disons, nous sommes en démocratie, nous débattons, nous élisons, etc. Mais vous voyez bien que la faible intensité d'une culture démocratique, l'indifférence, la non-vigilance peut avoir des conséquences redoutables le jour où l'accident sortira des urnes. Que vivent aujourd'hui ceux qui sont du côté de l'émancipation au Brésil? Eh bien, ils vivent le fait d'avoir compris qu'il ne suffisait pas de profiter de la croissance pour faire de la redistribution, qu'il fallait peut-être faire des réformes structurelles sur la vie démocratique brésilienne, sur le financement des partis pour qu'il n'y ait pas la corruption, sur les médias et leur pluralisme, sur leur intégrité. Et qu'à ne pas avoir veillé de ça et à se dire, puisqu'il y avait de la croissance, je peux avoir la popularité des classes populaires, eh bien quand la croissance n'est plus là, les classes populaires se retournent, la corruption arrive, la justice peut être instrumentalisée en profitant d'affaires de corruption de manière politique, et du coup, on se retrouve tout d'un coup avec un pouvoir nostalgique de la dictature, totalement homophobe, raciste, enfin, je pourrais mettre tous les superlatifs. Et donc, voilà ce que je voulais dire en deuxième point. J'aurais pu dire, évidemment, dans le lieu commun, le droit au secret, nos intimités, nos données, etc. Je vais y venir. Mais je voulais juste montrer combien la véritable alerte pour nous, c'est combien, en même temps que ce droit de savoir est si fragile, les pouvoirs actuellement agissent pour conforter leurs secrets. Les mêmes pouvoirs qui utilisent le numérique pour nous surveiller de la manière la plus large. C'est là où j'en viens à mon dernier point, troisième point conclusif. Les pouvoirs ne peuvent pas revenir au secret absolu, des pouvoirs absolus, justement, absolutistes. Ces pouvoirs du panoptique dont je parlais tout à l'heure, qui a donné naissance au mot libertin. On oublie souvent, le mot libertin, ce n'est pas le libertinage au sens sexuel ou sentimental. Le libertin, c'est celui qui, au XVIIe siècle, justement, privait ses libres en secret et qui revendique son intimité privée et qui revendique le fait que le panoptique, le regard du pouvoir, ne peut pas percer son intimité privée.
au moment où la monarchie absolue dit « je veux avoir toute la noblesse sous mon regard, aussi inconfortable soit ce palais à Versailles », pour les surveiller, pour les contrôler. Et donc, évidemment, on ne peut pas défendre le secret absolu. On dit, voilà, on est dans le monde de la communication, on est dans le monde de la mise en scène. Alors, je ne vais pas répéter des évidences qu'on connaît tous sur comment la communication est l'ennemi de l'information, le storytelling, la mise en scène, la mise en récit. Je voudrais plus insister sur quelque chose de beaucoup plus sournois qui est en train de se jouer devant nous, avec nous-mêmes, sans que nous y prenions garde, en épousant ce que banalise, naturalise, et c'est au cœur, c'est le dernier thème du thème de ce colloque, la technique. Ce que Günther Anders a bien démontré, la technique n'est pas neutre, la technique, ce sont ces usages sociaux qui vont permettre de dire ce qu'on en fait, et si on se laisse porter par les facilités techniciennes, on peut être aveugle aux usages régressifs qu'elle permet. Cette réflexion part de cette lumière de Friedrich Nietzsche qui dit dans un de ses textes « Le véritable ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les opinions. » En clair, le premier ennemi, le plus familier pour nous tous de la vérité, c'est ce que nous pensons, ce que nous croyons vrai, nos préjugés, nos convictions, nos engagements, nos croyances, notre propre cadre, frame, notre cadre de compréhension. Et si ça ne rentre pas dans le cadre, eh bien, on n'y croit pas. C'est l'ennemi le plus intime de la vérité. Et là, nous sommes au cœur. Facebook, enquête du New York Times, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, sur qui est à l'action à Facebook, où on voit quelques figures de la droite républicaine, comme par hasard derrière l'apparent fondateur Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que c'est Facebook ? C'est d'un côté un algorithme marchand, publicitaire, qui fait de nous le produit, et dont l'arme, c'est l'opinion. Sur votre page Facebook, on va calculer votre profil, c'est-à-dire vos curiosités, vos envies, vos amis, ce que vous aimez consulter, voire regarder. Et là où la presse, le droit de savoir, est là pour vous déranger, pour vous bousculer, pour vous mettre sous les yeux une nouvelle qui va vous faire penser contre vous-même, qui va vous amener à vous déplacer, à réfléchir, à justement ne pas être assigné à résidence, ne pas être immobile, eh bien Facebook va vous envoyer tout ce qui va vous conforter dans vos préjugés, et y compris tout ce qui peut être faux. Obama n'est pas américain, et ainsi de suite, et d'autres, c'est l'exemple le plus courant, mais d'autres énormités. Et cela va de pair avec le trafic des données. Cambridge Analytica pour la campagne de Bush. Trafic marchand. Donc, il n'y a pas le secret de vos données, et il y a le règne des opinions. En clair, ce qui se joue avec la révolution technologique, c'est le cauchemar contre lequel nous mettait en garde Hannah Arendt dans un texte que je considère comme le manifeste philosophique du journalisme, paru en 1967 dans le New Yorker, Truth and Politics. Vérité et politique. Que dit-elle ? Elle dit qu'il y a deux sortes de vérités que produit le cerveau humain. Les vérités de raison, terme de Leibniz, qui est un faux ami, elles peuvent être déraisonnables. Vérité de déduction, de conviction, de croyance, de préjugés, d'adhésion, etc. Elle dit celles-là, qui sont en fait les vérités d'opinion, nos vérités d'opinion, ce que nous pensons vrai. Celles-là ne sont jamais menacées par... Le cerveau humain en produira toujours des tonnes. Des milliers. Il y en aura des pertinentes, il y en aura des effroyables. Il y en aura des pacifiques, il y en aura des meurtrières. Il y en aura des fraternelles, il y en aura des haineuses, et ainsi de suite. Il y en aura des productrices d'un rapport à la raison, et d'autres
qui détruiront ce rapport au sens et à la raison. Et elle oppose à ces vérités d'opinion d'autres vérités dont elle dit celles-là sont les plus fragiles, qui concernent le présent, lequel est évidemment empli de passé, donc concerne aussi notre rapport au passé. Les vérités de fait. Truth facts. Les vérités de fait. Ces vérités qui n'ont pas un grand V, qui n'ont pas un singulier, qui sont un puzzle, elles se complètent, elles se nuancent, petit v, pluriel, qui font le rapport rationnel à notre histoire et à notre présent. Et c'est là qu'elle dit que nos sociétés, c'est une alerte vraiment, visionnaire, parce que c'est fait dans ce moment des années 60, qui est en même temps un moment d'idéalisation. Pentagon Papers, la presse, les révélations, les premiers lanceurs d'alerte. Et elle, et je n'ai pas par hasard cité Günther Anders avant, c'était le premier mari d'Hannah Arendt, je dis ça au passage. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont issues de cette même vision, pourrait-on dire, qui la partagent. Et donc, Hannah Arendt nous met en garde contre exactement ce qui nous arrive là. Elle dit, c'est ce qui fait que dans nos sociétés, les apporteurs de vérité de fait, c'est-à-dire les journalistes ou les lanceurs d'alerte, seront vus par les pouvoirs politiques ou économiques, les uns et les autres étant imbriqués, comme plus dangereux que des opposants réels. Plus dangereux que des opposants réels. Ce sera ceux que, en premier, on devra calomnier, qu'on devra vilipender, qu'on devra discréditer, qu'on devra arrêter, qu'on devra emprisonner ou qu'on devra assassiner. Parce qu'ils sont un élément de désordre. Parce qu'ils sont un élément potentiellement extérieur au pouvoir. Il y a des journalistes corrompus, il y a des journalistes de gouvernement, il y a des journalistes dans la servitude, mais il y a au cœur, si on défend la vitalité de ce droit de savoir, d'une profession au service d'un droit fondamental des citoyens, eh bien il y a un élément de désordre pour ce que veulent toujours les pouvoirs conservateurs. Et ils ont toutes sortes de visages. Ils veulent que le réel soit immobile, qu'il soit intangible. Ils ne veulent pas que ça bouge indépendamment d'eux. Ils ne veulent que ça bouge que dans le cadre de leurs intérêts, de leur domination. Ils n'aiment pas l'irruption de l'événement, ils n'aiment pas l'irruption de l'imprévu. Et donc, nous sommes au cœur de cette définition par la Cour européenne du journaliste, le watchdog, le chien de garde. Ce n'est pas beau en français, mais ça veut dire un chien qui aboie à pas d'heure. Ça veut dire un chien qui n'est pas commode. Ça veut dire un chien qui met du désordre au sens d'un désordre créateur. Nous sommes donc là, ici, au cœur du défi démocratique que nous pose la révolution technologique, industrielle, commerciale, qui a le numérique, le digital en son cœur aujourd'hui. Exactement de la même manière, et c'était, hélas, commémoré de façon bien trop patriotique pour que l'ensemble de la population en ait pris conscience, de la même manière que la précédente révolution industrielle a produit l'ère de la presse de masse, la Belle Époque en France, une créativité formidable, et en même temps, cette brutalisation de l'Europe, faisant retour à partir de la brutalisation coloniale, qui s'est appuyée sur l'illusion technologique, qui s'est appuyée sur la brutalisation technologique, sur la chimie, sur l'industrie de l'armement, etc. Nous sommes dans ce moment-là. Trump dirige avec Twitter. Bolsonaro est élu avec WhatsApp. Et ce moment-là, c'est celui et écho avec des débats d'avant 1914. C'est celui de l'âge des foules qui revient. Après la catastrophe européenne, qui fut une alerte mondiale, nous avons théorisé
les démocraties comme une balance de pouvoir, de contre-pouvoir, une justice indépendante, une presse respectée, un droit des personnes, des droits collectifs à partir des droits des individus. Nous avons problématisé, je serai demain au colloque des 70 ans de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France, nous avons problématisé tout cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment où risque de faire retour ce contre quoi nous l'avons problématisé. Nous avons problématisé l'idée que la démocratie, c'est un public, c'est une conversation, c'est un échange, c'est une relation. Et nous l'avons problématisé après que des pouvoirs issus de l'âge des foules aient mis en péril l'humanité. La masse. Aujourd'hui, sous l'individu apparent des réseaux sociaux, fier de lui, fier de son propre être, de sa revendication personnelle, nous avons le risque de la naissance de formes politiques qui soient celles non pas des individus, mais celles à nouveau de la masse, de la foule qui est en embuscade, de l'uniformisation des gens qui regardent dans la même direction, mais qui ne conversent plus, à l'abri de l'anonymat, à l'abri du n'importe quoi produit par le n'importe qui. La démocratie, c'est le public. Quand je dis que c'est une histoire ancienne, elle est au cœur de débats, et qu'en France, nous avons trop peu mené par, y compris, ignorance d'autres traditions démocratiques. Je pense à la philosophie pragmatiste nord-américaine, je pense à John Dewey, je pense par exemple à quelqu'un qui fut journaliste et qui a fondé l'école de sociologie de l'université de Chicago, que j'ai essayé de faire connaître en France, Robert Park, qui avait fait sa thèse. Il était issu d'une famille allemande à Chicago, et après avoir fait le journaliste dans toutes sortes de domaines, il était venu pour faire des études en Europe. Il avait été faire ses études en Alsace allemande, avant, donc c'était avant 14, occupée par l'Allemagne. Il avait connu l'œuvre de George Simmel, qui était un sociologue tout à fait original, et il avait fait sa thèse en allemand « Masse und Publikum », la masse et le public. Cette idée, encore une fois, de la construction d'un public, que vous retrouvez, j'ai parlé de John Dewey, dans des débats sur la presse de masse. Comment il ne s'agit pas d'avoir peur de la foule et de la masse, il s'agit d'être dans le numérique, comme nous le sommes, par exemple, mais d'en faire un public, de tirer cette conversation vers le haut. Ce que Park défendait en parlant des informations comme une forme de connaissance, news as a form of knowledge. Donc, quel est le point où je voulais vous emmener ? Et pardonnez-moi, j'ai déjà parlé 10 minutes de plus que l'heure que je m'étais fixée. C'est que le danger qui est devant nous, c'est de tuer l'information sous l'opinion, de tuer la connaissance sous l'opinion. Qu'il n'y ait plus, au fond, de procédure, de forme, de validation, de vérification. Qu'il n'y ait plus que cet échange, mon opinion contre la tienne, mon préjugé contre le tien, mon identité contre la tienne, mon origine contre la tienne, ma croyance contre la tienne, la guerre de tous contre tous. La bataille qui est devant nous, et cela concerne évidemment le monde du savoir universitaire aussi, du savoir académique, c'est comment, au cœur, ne pas laisser s'emporter par ce débat d'opinion et dire qu'il n'y a de vrai débat d'opinion que quand nous créons les conditions pour qu'au cœur de ce débat d'opinion, il y ait la connaissance. Le savoir, qui est diffusé ici, la connaissance sur le présent, sur le passé, et non pas le fait que tout serait relatif, que toute opinion serait légitime. C'est un enjeu qui est au cœur de notre système médiatique dominant. Je vis dans un pays, je suis de ce pays par le hasard de la naissance, où l'on peut aujourd'hui, sans que les médias eux-mêmes y mettent fin, être pour la discrimination, être raciste, sexiste, homophobe, négrophobe. Je parle évidemment
d'un auteur que l'on voit pas mal ces temps-ci dans nos médias, qui s'appelle Éric Zemmour. Ce monde... Et vous voyez bien que tout cela rejoint une question qui doit nous emmener encore un peu plus loin. Quelles que soient les étiquettes politiques, naissent aussi des formes partisanes qui épousent cela et qui sont destructrices aussi de procédures démocratiques et de culture démocratique. Ce qui vient de se passer ces derniers mois en Italie, pour moi, tourne la page de l'idéalisation naïve des mouvements. Ah, les partis, ce sont des vieilles choses. Le système des mouvements. Nous sommes sur Internet, nous cliquons, nous partageons, nous créons de nouvelles formes politiques. Et du coup, nous créons quoi? Eh bien, nous créons la manipulation des foules. Un chef et ses fidèles qui soulèvent sur une orientation partisane, dans le cas du mouvement 5 étoiles, à la fois anticorruption et écologique, et qui, du coup, leur disent « Ah ben finalement, on va s'allier avec une autre formation anti-système, elle est néo-fasciste, elle est anti-migrant, elle est raciste, elle est ultra-libérale économiquement. Bon, vous êtes d'accord, cliquez. » Pas de débat de congrès, pas d'argumentation, pas de discussion, cliquez. Et ça y est, et nous y sommes, et nous avons le pouvoir, et une fois que nous avons le pouvoir, vous ne pouvez rien faire d'autre contre nous. L'accident démocratique arrivera comme cela. Il est en train d'arriver. Et il arrivera comme ça par ces formes politiques nouvelles qui prendront l'air de la modernité technicienne, qui n'est pas, encore une fois, ni mauvaise ni bonne en soi. La question, c'est quelle bataille nous y menons. Bataille de la valeur de la démocratie, bataille des contenus, bataille des formes de la démocratie, bataille de la culture démocratique. Est-ce que nous allons créer un nouvel âge démocratique ou est-ce que nous allons au contraire laisser faire la régression démocratique au prétexte de cette modernité technicienne? Vous savez, le philosophe Gilles Deleuze, dans son fameux abécédaire, dit à un moment « la majorité, ça n'existe pas ». Il n'y a que des minorités. La majorité, c'est personne. Cette pensée nous dit quoi? Nous dit qu'une vitalité démocratique, eh bien, c'est celle qui fait droit aux minorités, qui fait droit aux dissidences, qui fait droit à ceux qui pensent contre, qui peuvent être excessifs, qui peuvent bousculer. Mais c'est ça la vitalité démocratique. Parce que ceux qui sont le dissident d'aujourd'hui sont peut-être ceux qui créeront la nouvelle réalité de demain. C'est ça une vitalité démocratique. Elle est faite du pluriel. Et elle n'est certainement pas faite du grand un et du grand même. Le grand un du pouvoir, le grand même de l'identité. Qui est exactement ce qui menace de profondément dominer aujourd'hui. Voilà ce que je voulais essayer d'expliquer au fond en disant que la critique du journalisme est plus que légitime et j'y prends ma part dans les batailles que je mène au sein même de ma profession, mais que la haine du journalisme qui est aujourd'hui si fréquente, dans des insultes venues de tous bords, dans des virulences tout à fait démentielles, dit en s'attaquant aux messagers, en s'attaquant à la représentation journalistique, dit profondément une haine de la démocratie et que si nous la laissons proliférer, eh bien, nous serons bien en peine demain ou après-demain. Merci. Merci, c'était vraiment magnifique. Je ne sais pas par où on peut commencer, effectivement. C'était tellement riche. J'ai retiré qu'un mouvement peut en cacher un autre. Si on suit les infos. Donc, à qui la première question? Alain Macurieux, professeur de
Microphone, la nouvelle technologie qui arrive là. Mais il y a quand même un problème sur la relation entre les lieux de production de connaissances, par exemple les universités, et le journalisme et les médias. On voit apparaître, par exemple, il y a Mediapart, mais il y a aussi ces revues en ligne, The Conversation, ou il y en a d'autres, qui justement donnent la parole directement à des universitaires ou à des journalistes, en fait, qui, dans ces écrits, prennent, je dirais, un statut quasiment d'universitaire, sans que ça soit contesté d'ailleurs, parce que l'université, c'est quelque chose d'extrêmement vague et autre. Mais ça montre quand même qu'il y a bien un sentiment d'évidement de certaines parties de la presse d'opinion quasiment officialisée, institutionnalisée, en France, bon, par exemple, je ne sais pas, Le Monde, vers des nouvelles formes d'expression académique, universitaire, qui, au fond, se substituent progressivement à un type de journalisme. Alors, Mediapart, c'est vrai, est fondé sur l'enquête, sur comment dirais-je, le watchdog et le lanceur d'alerte, mais ça reste une position minoritaire dans la presse française, par exemple, et même dans la presse mondiale ou européenne. Enfin, mais qu'est-ce que vous pensez de cette doublure, en quelque sorte, à la fois du monde universitaire et des médias, qui est en train de se développer? En fait, d'abord, je pense qu'il y a ce que nous avons, je vais plutôt dire ce que nous avons essayé d'illustrer comme un laboratoire de recherche. Je dis souvent que Mediapart était là pour valider des hypothèses, par exemple celle de la valeur de l'information. Quand nous nous sommes lancés, la gratuité marchande, la gratuité publicitaire était la vulgate de tout le monde. Mais dans ce que nous avons voulu illustrer, c'est aussi cette idée que le journaliste était descendu de l'estrade avec la révolution digitale, qui n'était plus au-dessus de son public. Et que, du coup, c'était une bonne nouvelle. Il était remis à sa place, à sa juste place. Pour moi, sa juste place, comme vous tous, j'ai des opinions, des convictions, des réflexions, mais l'opinion n'est pas le propre du journalisme. Le point de vue n'est pas le propre du journalisme. La réflexion éditorial n'est pas le propre du journalisme. Le propre du journalisme, c'est apporter des faits et des informations d'intérêt public. C'est là-dessus que je demande à être jugé. On peut me détester, on peut ne pas être d'accord avec ce que je pense, ce que je dis, etc. Je demande qu'on regarde si, sur plus d'une quarantaine d'années, j'ai apporté des informations d'intérêt public ou non, et est-ce que Mediapart le fait. Et j'ai dit ça contre ma profession, en disant, d'abord, et les adversaires que nous avons aujourd'hui, que, en effet, le digital permet leur démultiplication. C'est-à-dire que les informations en continu, le flux, le buzz, fait que vous avez le règne du blablabla des opinions. Vous avez un nombre de gens pour faire des talk-shows qui n'ont jamais produit une information de leur vie, qui n'ont pas de rapport particulier à un domaine de savoir ou de connaissance, qui ont peu ou prou fait des études et parfois enseigné un an dans un lycée et qui après cela leur permet de dire tout le mal qu'ils pensent de l'éducation nationale. On va mettre des noms, mais bon, voilà. Et qui du coup en viennent à légiférer comme ça par l'opinion et par le règne des opinions. Et donc nous avons en effet un problème de ce point de vue. Moi, je préférerais, à votre question, opposer le fait que ce que nous pratiquons, quand je dis que c'est une bataille à mener, ce que nous pratiquons, c'est au contraire cette idée d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance où une certaine tension historique entre monde académique et monde journalistique, qui avait fait l'objet d'ailleurs d'un texte de Max Weber, avait prévu de faire une étude sur les médias et les journalistes qu'il n'a jamais mené à terme, même s'il a dit des choses très sympathiques sur le métier de journaliste dans le savant et le politique. Mais bon, vous connaissez un peu comment Pierre Bourdieu et beaucoup de ces
ses disciples ont eu cette vision de compétition, d'affrontement entre le monde journalistique et le monde académique. Et moi, je crois au contraire que nous avons une alliance, qui est justement ce débat sur les connaissances. C'est-à-dire faire front de nos connaissances, de nos savoirs. Le meilleur exemple, c'est la question des migrants, actuellement. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Et les médias qui ont lancé l'appel pour l'accueil des migrants. Nous documentons sur le terrain que ce n'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil. Nous montrons que renvoyer les gens en Libye est criminel, parce que la situation en Libye est ce qu'elle est. Nous montrons que quand une ville décide d'accueillir, c'est possible. Et cela se passe. Nous montrons beaucoup de réalités concrètes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher François Héran, professeur au Collège de France, ancien patron de l'INED, l'un des meilleurs savants sur les migrations en France, qui met cela en perspective et qui répond à un journaliste que j'ai bien connu au Monde, passé du côté de l'opinion, Stéphane Suisse, qui vient de faire une sorte de version sophistiquée du grand remplacement, qui affirme que 25% de la population européenne en 2050 sera d'origine subsaharienne, ce qui vient de rien. Voilà. Et c'est Héran qui répond et qui argumente comme ça, de la même manière que François Gémen est un autre... Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis une nouvelle alliance, je veux dire qu'aussi le monde académique doit, parce que certains ne l'acceptent pas, nous, mener cette bataille, ce n'est pas être dans notre citadelle. C'est accepter le fait que nous soyons contestés, que nous soyons discutés, que nous soyons prolongés. Comme vous le savez, nous sommes un journal qui a fait cette distinction. On fait notre travail de journaliste et il y a l'espace public qui s'appelle le club, dans lequel, en effet, il y a ces contributions de qualité. Mais au fin fond, il y a plein de choses qui ne sont pas de qualité. Il y a aussi de la violence, de la virulence, puisque nous avons fait le choix du free speech. Nous avons fait ce choix-là. Je dis ça parce que ce serait, y compris en études universitaires, moi je regrette beaucoup qu'aucun labo de recherche multidisciplinaire ne se soit dit, cette histoire de Mediapart, je veux regarder en détail. La relation au public, la modération, le type de journalisme qui évolue, l'entreprise de presse, tout cela aurait mérité de regarder de près, y compris parce que beaucoup de choses se passent à notre insu. Nous sommes dans une autodidaxie permanente. Je veux dire par là que nous, ce que nous découvrons aussi, c'est cet autre sens du mot expert. Non pas le sachant, non pas l'expert qui est au-dessus, mais cet autre sens au sens expérience, celui dont parlait Michel de Certeau dans les années 70. Cette idée que j'ai été ouvrier, je vis plus vieux, je suis à la retraite, eh bien j'ai une expertise à faire partager. Et donc, voilà, moi je crois que si on le prend comme ça, regardez par exemple, c'est quelqu'un qui était à Mediapart, qui a fait AOC, Sylvain Bourmeau, qui est dans cette alliance. Sylvain Bourmeau considère qu'il fait c'est un site sur abonnement qui a pour but de publiciser des savoirs savants, de rendre accessibles journalistiquement des savoirs savants. Il en a fait, il était à Mediapart, il est parti pour aller dans d'autres médias, et finalement, il fait ça aujourd'hui. Donc, moi, je pense plutôt que les temps actuels nous obligent à faire alliance contre les éditorialistes, ensemble. Ouais. Très bien. Bérangère, pardon. Non, on va voir une femme là. Merci. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Merci à Monsieur Guy de vous avoir invité. Je suis un peu impressionnée, je vais essayer d'être claire. En vous entendant parler de cette question du droit de savoir et droit au secret, je me suis demandé si vous étiez déjà trouvé confronté à une situation où il vous semblait bon de révéler des informations qui étaient nécessaires de rendre publiques, mais pour cela de faire appel à des données
récoltées par le biais des nouveaux outils technologiques, des outils numériques, et donc des informations qui ne devraient même pas être récupérables ou récupérées de toute façon. Et donc, est-ce que vous avez été tiraillé entre cette nécessité de rendre publiques ces informations et la provenance et la source dont elles viennent? Il nous faut des Lisbeth Salander. Vous connaissez Millennium? Oui, voilà. Donc c'est la hackeuse de Millennium, hein, sans laquelle le héros ne pourrait pas trouver les choses. Ben, ce cas, il est devant nous, et il est même actuellement chroniqué sur Mediapart. Bon, nous sommes dans cet univers du digital, et dans cet univers du digital, il y a les États qui nous espionnent, il y a des entreprises qui trafiquent nos données, et il y a aussi, pour des raisons citoyennes, pour des raisons de vengeance, comme toutes les sources, il ne faut pas faire la morale des sources. Il y a aussi des gens qui réussissent à capter des masses de données. Avant, on n'aurait jamais pu les traiter. On obtient sur des clés USB ce qu'on appelle les leaks, des fuites, qui nous arrivent. On a un stock comme ça. Il aurait fallu des vies d'archivistes pour les traiter dans l'univers du papier. Aujourd'hui, nos équipes techniques font elles-mêmes le logiciel qui permet de les exploiter. Et ça donne, selon les consortiums d'investigation, les Panama Papers, c'était pas nous, mais les Football Leaks, c'est nous, les LuxLeaks, c'est nous, les Malta Files, c'est nous. Alors, quel est notre rapport? Nous n'avons hacké personne. Nous n'avons utilisé aucun moyen illégal pour avoir ces données. Des personnes l'ont fait. Et des personnes, comme le majordome, que nous connaissons, parce qu'on connaît un peu leur motivation, font en sorte de nous les transmettre. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons notre travail de vérification. Et ça avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, un débat avec un moment avec Wikileaks, avant que commence la crise multiforme de Wikileaks, où Wikileaks avait décidé finalement de rendre public sans aucun travail sur les données. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des mois pour travailler sur ces données, pour décider ce qui est d'intérêt public ou pas d'intérêt public, ce qui violerait des secrets légitimes et que du coup nous ne pouvons pas tout à fait... Voilà, et que parfois il faut résister à la tentation de dire quelque chose parce qu'il y a un droit plus fondamental. Je prends un exemple, le droit des avocats. La procédure, j'ai parlé des formes démocratiques, tout délinquant a le droit à un avocat. Et a le droit à être défendu, et a le droit à jouer de la procédure pour y compris être relaxé. Et donc, il a le droit de se comporter avec son avocat comme au confessionnal. De dire à son avocat tout ce qu'il nierait devant le tribunal, pour que son avocat puisse bien le défendre. Eh bien, problème. Vous obtenez ça, ben non, ça c'est le secret de l'avocat. Et ça, vous ne pouvez pas. Parce que vous violeriez là un droit, y compris le nôtre, qui nous protège tous, essentiel. Alors, je vous dis ça parce que l'inverse existe. Nous l'avons raconté, un jour, 2 chauffeurs Uber sont arrivés à Mediapart. Ont déposé, alors, non pas des clés USB, mais des cartons, avec des documents bancaires, en veux-tu, en voilà, tous d'origine suisse, et tous en apparence authentiques. Formidable. On met tout ça dans une pièce fermée, et on décide de faire une équipe qui va les étudier, et c'est ce qui se fait pendant 15 jours. Et heureusement, on fait notre travail. Et on arrive à quoi? C'était des vrais faux documents. Il y a 2 hypothèses. Soit c'est les services suisses qui l'ont fait pour discréditer... C'est une industrie, l'évasion fiscale, qui est au cœur de la richesse suisse. Donc, intérêt de l'État-nation suisse, c'est de discréditer ceux qui font des révélations sur l'évasion fiscale par des informations que nous aurions révélées trop vite et qui s'avéraient diffamatoires, fausses. Ou, à l'inverse, c'est même les banques qui ont financé cela pour faire le même objet, puisque veut dire ça ne pouvait pas être fait artisanalement, c'était vraiment fait de manière très concrète. Donc oui, cela existe. Et je vous ai parlé de Roberto Scarpinato. Pour moi, vous savez, c'est un vrai problème, d'ailleurs, qui est au cœur des questions de puissance. Nous nous habituons avec le terrorisme à ce qu'il y ait des moyens extrajudiciaires très sophistiqués, et qui peuvent, au fond,
quand même avoir des conséquences sur des personnes qui ne sont pas forcément passées à l'acte, qui ont des mauvaises pensées, qui épousent des idéologies totalitaires, mais dont au fond le délit devient un délit d'opinion. Mais néanmoins, il est criminalisé aujourd'hui et nous nous y habituons. Par toutes sortes de moyens très particuliers de surveillance. Mais ces moyens particuliers de surveillance n'existent pas de la même manière pour la haute criminalité économique. Ouais. Scarpinato raconte toujours, c'est l'homme qui a montré qu'il y avait une haute mafia au cœur du pouvoir politique, la démocratie chrétienne, qui était le parti dominant à l'époque. Comment il l'a montré ? Un notable, il est lui-même sicilien, un notable de Palerme, médecin, bien sous tout rapport, des soupçons font qu'il est un peu mis en détention et il est relâché. Le temps où il a été mis en détention permet, dans le cadre des lois anti-mafia, de sonoriser son appartement. La justice peut le faire, ce qui est banal en terrorisme. En France, le parquet est indépendant. En Italie, le parquet est indépendant et peut le faire. Chez nous, on ne peut pas le faire. On ne peut pas voir une haute affaire de criminalité et avoir une sonorisation qui permet de savoir vraiment ce qui se passe derrière, parce que c'est légitime et c'est beaucoup d'argent et beaucoup d'enjeux, et ça croise le monde criminel toujours, quand il y a beaucoup trop d'argent dans des conditions illégitimes. On ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. Au maximum, des écoutes téléphoniques, ça donne Paul Bismuth, si vous avez suivi, et qui est évidemment une pratique criminelle, c'est les mêmes choses, c'est qu'on veut se cacher et échapper aux écoutes. Et donc, il sonorise cet appartement. Et là, il le raconte très bien, il a une scène digne d'une nouvelle de Leonardo Sciascia, l'écrivain sicilien. C'est un bel appartement bourgeois, il y a la clientèle médicale qui arrive, il y a la famille, il y a tout le beau monde et tout, puis la journée avance, et le soir commence à arriver la mafia d'en bas, qui vient prendre les consignes. La mafia dont on parle, celle qui tue, celle qui démembre, celle qui est violente, etc. Mais elle est là, elle est en bas, elle est prolétaire, mais on ne parlait jamais de la mafia d'en haut, qui l'utilise. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Et ce monsieur était en fait membre des coupoles, et il est aujourd'hui en prison. Voilà. Mais c'était un bon bourgeois de Palerme, au cœur de la bonne société de Palerme. Alors c'est digne d'un roman de se raconter ça, mais ces questions-là sont des vraies questions. C'est pour ça qu'il y a eu une telle violence sur l'affaire Bettencourt, telle violence symbolique. Dans l'affaire Bettencourt, je ne sais pas si vous le rappelez, nous sortons les informations sans audio. Mais il y a une telle tension que je dis, il faut que les gens entendent. C'était un pas symbolique. Il faut que les gens entendent. Et c'est là où on entend un monsieur qui s'appelle Patrick Demestre, descendant, c'est Joseph Demestre. Joseph Demestre, le premier penseur de l'inégalité naturelle, contre Rousseau. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une généalogie là, au cœur. C'est avant Charles Maurras, vous voyez, il était savoyard. Et donc, ce Patrice Demestre, et on entend ce monsieur, c'est la très bonne haute société française, dire à voix haute et intelligible, parce que Mme Bettencourt était sourde de longtemps, pas de vieillesse, vous vous souvenez, vous m'aviez dit que vous me feriez un cadeau, mon yacht, et donc sur votre compte en Suisse, il faudrait mettre 17 millions ou 7 millions pour mon yacht, pour que je puisse m'acheter mon yacht. Et donc, quand vous entendez ça, vous entendez quoi ? La violence et la vulgarité d'un monde d'argent. Et donc, voilà, par moment, c'est... Alors, bien sûr, l'apporteur de ces vérités-là sera... Voilà, voilà, sera banni, maudit, détesté, mais il faut regarder la Gorgone parfois. Intéressant. Alors, deux dernières questions. On va les prendre ensemble parce que je suis un peu long. Oui, rapide. Une question banale. Et voilà, le monde digital dans lequel on vit. Et alors, comment vous voyez, en fait, ça me rappelle, il y a presque 20 ans, j'avais ma prof des lois internationales a dit il faudra établir des lois internationales pour
pour surveiller un peu Internet pour que ça produise pas une sorte de domination, monopolisation. Aujourd'hui, en fait, elle dit dans 10 ans, ça sera fait si on n'établit pas des lois internationales. Aujourd'hui, c'est presque 20 ans après, on est tous dépendants de ces médias, ces réseaux médias sociaux. Comment vous voyez la situation actuelle et le futur? Est-ce qu'il y a de possibilités de contrarier ce type de situation? Très bien. On va prendre une deuxième question. John? Bonsoir, merci encore beaucoup. Je voulais savoir, peut-être que vous avez pris connaissance d'une série de vidéos sur le New York Times sur Operation Infection. Et dans ces vidéos, on fait louange des moyens dans les pays de l'Est, notamment dans les pays baltiques, contre la désinformation russe. Et je voulais savoir si vous considérez, vous avez dit que parfois la France ne regarde peut-être pas suffisamment en dehors de l'Hexagone. Est-ce que vous voyez de bons exemples dans votre métier, dans les pays baltiques, notamment parce que peut-être que leur système immunitaire est plus développé que les nôtres? Non, désolé, j'ai loupé ces vidéos, donc infection, ça s'appelle Opération Infection. Infection. Je vais regarder. D'abord, à la première question, ma réponse est toute simple, il faut se battre. Je ne peux pas prédire le futur. Je pense que le double danger, c'est d'une part que en effet, ces grands opérateurs économiques déterritorialisés maîtrisent notre propre accès au savoir, le moteur de recherche Google, l'accessibilité à la presse en ligne. C'est tout le débat, comme vous le savez, on appelle ça la neutralité du net. Le fait que nos savoirs que nous produisons doivent être en accès libre, donc doivent être protégés. C'est la question, c'est très débattu, la question des communs. Commons, qu'est-ce qui est commun et qu'est-ce qui ne relève pas ni du marché ni de la puissance publique et qui est évidemment au cœur du risque de manipulation et sachant que les moyens technologiques existent, vous le savez très bien quand vous êtes dans certains pays plus autoritaires avec les VPN pour protéger vos propres données ou avoir accès à tel ou tel média en ligne. Et l'autre danger parallèle, c'est une alliance des puissances étatiques avec ces grands groupes. C'est bien cela le problème. C'est que ces grands groupes, au fond, pour continuer, et c'est pour ça que je soulignais ce qui se passe de manière interne à Facebook que montre cette enquête du New York Times, c'est-à-dire comment, pour continuer à faire leur business et leur profit, au fond, s'accordent avec les puissances étatiques sur notre dos. Et donc, moi, ma façon de dire dans ces cas-là, c'est que, je ne sais pas si ça fera suffisamment école, c'est qu'il faut créer nos propres espaces, nos propres lieux de résistance. Je pense par exemple que Mediapart, c'est très prétentieux ce que je vais dire, ce que nous avons devant nous, c'est de promouvoir le fait que nous sommes aussi un réseau social. Qu'il y a une messagerie interne, que nous sommes un réseau social où vous n'êtes pas le produit, où vous n'êtes pas surveillé, où vous n'êtes pas espionné, où vous n'êtes pas et où vous pouvez, dans une conversation, lier autre chose. Et donc cette bataille citoyenne, elle est devant nous. Autrement, j'ai pas dans les pays baltes, je n'ai pas de contexte. Comment dire, il y a plein d'expériences. Par exemple, en Allemagne, nous avons un partenaire qui est purement en ligne et qui est un journal lié à une association à but non lucratif, s'appelle Corrective, avec lequel nous avons mené des enquêtes. Il y a, comment dire, je ne sais pas si vous connaissez aussi d'un coup, Forensic Architecture. Ce collectif qui est basé à Londres, forensic, c'est le terme en anglais pour l'expertise médico-légale, un peu les recherches des preuves quand on est dans... Et donc c'est un collectif créé par un architecte qui, je crois, est au départ israélien, qui est à Londres, et avec
mais des gens qui sont un peu partout en Europe, et ils étaient à notre colloque sur le droit de savoir qu'on a fait pour nos 10 ans, ils utilisent toutes les techniques numériques pour faire des investigations par rapport à des mensonges des pouvoirs ou des secrets cachés par les pouvoirs. Ils l'ont fait sur des dommages collatéraux de tirs de drones dans les zones tribales au Pakistan. Ils l'ont fait sur la disparition d'un bateau de migrants en Méditerranée. Ils l'ont fait sur, je crois, l'assassinat d'un militant anti-nazi en Grèce, anti-Aube dorée. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes les données, les caméras de surveillance, ils retournent ce que font notre société sécuritaire au service de l'investigation, y compris la question des tests de chaleur dans une image, etc. Il y avait une très grande exposition à Barcelone, qui a ensuite été au Mexique. Je crois qu'il y a une exposition qui est en projet à Paris. C'est vraiment formidable. C'est un collectif d'investigation numérique. Et nous avons publié 2-3 enquêtes grâce à eux, qui, au fond, renversent les choses par rapport à des secrets. Comment dire, comme toute révolution technologique, pour conclure, au fond, elle appelle un nouvel âge démocratique. Au fond, machine à vapeur, c'est fin 18e, début 19e, jusqu'au printemps des peuples. Électricité, l'avènement démocratique, les républiques, etc. Et ça finit très mal, 14-18 et la suite. Ben nous, on est pareil, fin 20e siècle, début 21e siècle, on est face à un ébranlement technologique qui change notre rapport à l'espace et au temps, comme toute révolution technologique, mais qui appelle donc un monde totalement interdépendant, totalement globalisé, le tout-monde de glissant, le monde de la relation, hein, Link, qui est au cœur, y compris de l'écosystème numérique, le lien, la relation, et qui appelle, c'est tout le problème, cela appelle un nouvel imaginaire démocratique. Et cela appelle une refondation démocratique. Mais en même temps, elle est retardée par la crise du vieux monde. Du vieux monde qui se sent propriétaire, qui aujourd'hui voit comment dire, l'herbe s'enflammer sous ses pieds. Hein, c'est Hillary Clinton se réveillant avec Trump élu. Bon, voilà. Bon, quelle image. Voilà, c'était just a joke. Merci. Donc je pense que, voilà, je ne sais pas comment vous remercier. Non, mais mes excuses de ne pas pouvoir assister, je suis un peu pris par les misères du journalisme. On comprend. Merci bien.